Par écrit. Euh, donc, la prochaine communication est faite par Cécile Manceau de Toulouse et intitulée Caractéristiques structurales et fonctionnelles du tissu adipeux périprostatique, acteur de la progression du cancer de la prostate. Point d'interrogation. Cécile, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, sachez que je suis très honorée de présenter mon travail de Master 2 devant l'Académie de chirurgie. C'est un travail qui était autour du tissu adipeux périprostatique, un tissu dont les caractéristiques structurales et fonctionnelles pourraient participer à la progression du cancer de la prostate. Alors, ça ne marche pas. Pardon. Pour commencer, vous savez que le cancer de la prostate est un problème de santé publique. C'est la seconde cause de cancer chez l'homme, la 5e cause de décès par cancer. Dans les pays industrialisés, il est majoritairement diagnostiqué à un stade localisé où il est curatif. Toutefois, lorsqu'il devient métastatique, les thérapeutiques actuellement ne sont que palliatives. Parmi les stades localisés, on sait qu'il existe un moment où les cellules tumorales franchissent la capsule prostatique. Elles sont alors au contact direct du tissu adipeux qui entoure la prostate et le franchissement capsulaire est un facteur reconnu de mauvais pronostic. Alors, en effet, vous voyez ici en jaune le tissu adipeux qui entoure la prostate, qu'on appelle le tissu adipeux périprostatique, et ce tissu semble tout à fait original puisqu'il ne s'expand pas en conditions d'obésité, contrairement à tous les autres tissus adipeux étudiés jusqu'ici. Alors, le tissu adipeux, c'est quoi ? C'est essentiellement des adipocytes, évidemment, qui servent au stockage et qui relarguent des lipides en fonction des conditions énergétiques. Toutefois, le tissu adipeux est un réel organe endocrine puisqu'il est capable de sécréter des hormones, des cytokines, des chimiokines. Le tissu adipeux comprend également des cellules progénitrices, des cellules immunitaires telles que les macrophages. Il est structuré au sein d'une matrice extracellulaire qui est essentiellement composée de collagène. Et bien sûr, il est vascularisé par des vaisseaux qui sont indispensables au développement des adipocytes et aux échanges endocriniens. On voit ici sur cette image, grâce à un marqueur CD34, que chaque adipocyte est entouré de cellules endothéliales. Enfin, le tissu adipeux est organisé en lobules, c'est l'unité fonctionnelle de cet organe, et chaque lobule est séparé par des épaississements de matrices extracellulaires qu'on appelle les septa. Alors, le tissu adipeux périprostatique a été essentiellement étudié in vivo pour le cancer de la prostate. Il semblerait que la leptine facilite la prolifération des cellules tumorales de prostate et leur migration. Les lipides pourraient servir de carburant pour la migration des cellules prostatiques. Enfin, une étude un peu plus récente semble montrer que le tissu adipeux périprostatique comporte beaucoup d'interleukine 6, qui est une interleukine mobilisée en conditions d'inflammation. L'objectif de mon travail était de travailler sur le tissu adipeux périprostatique chez l'homme et de caractériser son organisation structurelle, sa composition cellulaire, sa vascularisation et son organisation fonctionnelle pour comprendre pourquoi ce tissu adipeux ne s'expand pas en conditions d'obésité et pour en savoir plus sur le caractère inflammatoire de ce tissu. Alors pour cela, nous disposons de tissu adipeux périprostatique prélevés chez des patients opérés d'un adénocarcinome prostatique. Pour chacun de nos patients, nous prélevons du tissu adipeux périprostatique, mais également du tissu adipeux abdominopelvien, qui est un tissu qui est situé juste en dessous des grands droits, qui est facile d'accès et peu délabrant lors de la chirurgie, et qui est apparenté à du tissu adipeux sous-cutané. Pour chacun de nos patients, nous disposons de l'IRM préopératoire et des résultats anatomopathologiques de la pièce de prostatectomie. Le tissu est mis dans la salle du bloc dans du milieu de culture et il est ensuite transféré au laboratoire pour être traité en fonction des besoins de l'étude. Alors, la première partie de mon travail a consisté à mesurer sur des IRM préopératoires l'aire de tissu adipeux sous-cutané au niveau de la symphyse pubienne, le volume de tissu adipeux abdominopelvien et le volume de tissu adipeux périprostatique. Et on voit très bien que le tissu adipeux sous-cutané, comme le tissu adipeux abdominopelvien, se développent, leur développement est corrélé à l'indice de masse corporelle. Ce n'est pas le cas pour le tissu adipeux périprostatique. J'ai donc confirmé sur notre cohorte de patients que le développement du tissu adipeux périprostatique n'était pas corrélé à l'indice de masse corporelle. Ensuite, j'ai disséqué ces tissus, j'ai disséqué les lobules de tissu adipeux. Vous voyez ici les lobules du tissu contrôle, les lobules du tissu adipeux périprostatique.
On voit clairement que les lobules de tissu adipeux périprostatique sont plus petits et en effet, leur poids était inférieur. Même constatation quand on analyse les adipocytes sur des lames histologiques colorées en hématoxyline et eosine. On voit que le diamètre des adipocytes dans le tissu adipeux périprostatique est inférieur. Je me suis ensuite attachée à la vascularisation de ce tissu. Grâce à un immunomarquage CD31, les tissus ont ensuite été transparisés pour pouvoir être analysés en microscopie confocale. On voit ici la vascularisation du tissu contrôle, la vascularisation du tissu adipeux périprostatique. On voit un petit peu mieux sur la reconstruction 3D. On voit que, comme décrit dans mon introduction, dans le tissu contrôle, chaque adipocyte est entouré d'un vaisseau, ce qui n'est pas le cas dans le tissu adipeux périprostatique. On a l'impression que les vaisseaux vascularisent plutôt un groupement d'adipocytes, ce qui laisse suggérer quand même que cette vascularisation est inhabituelle et que les adipocytes évolueraient en conditions d'hypoxie. Alors, avant d'aller plus loin dans l'hypoxie, il est indispensable de connaître les protéines IF pour Hypoxia Inducible Factor. IF est un hétérodimère qui est composé de deux sous-unités, une sous-unité alpha et bêta. Alors, cette sous-unité alpha est instable en conditions de normoxie, elle est hydroxylée, elle fixe ensuite VHL, ce qui lui permet d'être ubiquitinylée pour être dégradée par le protéasome. En condition d'hypoxie, elle n'est pas hydroxylée, elle n'est donc pas dégradée. Elle est alors transloquée dans le noyau pour rencontrer son partenaire bêta et elle permet alors la transcription de gènes cibles de l'hypoxie. Alors, parmi les gènes cibles de l'hypoxie, on connaît les gènes impliqués dans le développement vasculaire, dans l'inflammation, dans le remodelage de la matrice et dans la fibrose, dans la prolifération cellulaire et dans le métabolisme du glucose. Alors, sur des données transcriptomiques réalisées chez 3 patients, on a comparé le tissu adipeux périprostatique et le tissu contrôle, et on voit que les ARN qui étaient diminués dans le tissu adipeux périprostatique sont les ARN impliqués dans l'ubiquitinylation et la dégradation de IF, alors que les ARN qui étaient augmentés sont ceux qui codent pour les protéines du complexe de transcription de IF, sont des activateurs de IF, ou sont les ARN des gènes cibles de l'hypoxie. Je me suis ensuite attachée aux protéines par la réalisation de Western blot et on voit que la sous-unité alpha était augmentée dans le tissu adipeux périprostatique, on voit une nette différence, alors que la sous-unité bêta, qui n'est pas régulée par l'hypoxie, n'était pas différentiellement exprimée dans mes tissus. Enfin, j'ai étudié une cible qui est GLUT1, qui est un transporteur du glucose mobilisé en conditions d'hypoxie, et on voit clairement que ce transporteur était augmenté dans le tissu adipeux périprostatique. Donc, on semble donc confirmer que le tissu adipeux périprostatique présente des caractéristiques hypoxiques. Nous avons ensuite étudié le caractère inflammatoire de cette hypoxie, de ce tissu, l'inflammation étant une des conséquences de l'hypoxie, par l'analyse cellulaire avec l'analyse des macrophages. Vous savez probablement qu'il existe 2 types de macrophages, les macrophages résidents, CD206+, qui sont dits anti-inflammatoires, et les macrophages CD206- recrutés, qui sont plutôt pro-inflammatoires. On voit que dans le tissu adipeux périprostatique, on avait une diminution des macrophages résidents anti-inflammatoires et une augmentation des macrophages recrutés pro-inflammatoires. Même constatation lorsqu'on analyse les cytokines sur les milieux conditionnés de tissu adipeux. On voit que l'adiponectine, qui est une adipokine anti-inflammatoire, était diminuée, alors que des adipokines pro-inflammatoires telles que l'IL1β et l'activateur du plasminogène étaient augmentés dans le tissu adipeux périprostatique. L'activateur du plasminogène, mobilisé en conditions d'hypoxie, qui permet notamment la fabrication de fibrose dans les suites de l'hypoxie. Nous avons également étudié les caractéristiques fibrotiques de notre tissu par différentes approches. Nous avons quantifié les fibres de collagène sur des lames histologiques colorées au trichrome maçon. Nous avons dosé l'hydroxyproline, qui est un acide aminé quasi exclusivement exprimé dans le collagène. Et enfin, nous avons marqué nos tissus avec du rouge picrocirrus, qui est un marqueur des fibres de collagène. Nous les avons ensuite étudiés en imagerie 3D. Ces 3 approches semblent confirmer que le tissu adipeux périprostatique est particulièrement fibrotique. On voit très bien sur cette imagerie en microscopie la différence entre le tissu adipeux périprostatique et le tissu contrôle. Pour conclure, il semblerait donc que le tissu adipeux périprostatique évolue en conditions d'hypoxie.
Cette hypoxie est responsable d'une augmentation de la fibrose et c'est cette augmentation de la fibrose qui pourrait expliquer pourquoi ce tissu ne s'expand pas en conditions d'obésité. Enfin, l'hypoxie entraîne également l'inflammation et on sait que la fibrose et l'inflammation sont des facteurs qui favorisent la progression et l'agressivité tumorale. Alors, un travail qui laisse suggérer des perspectives très intéressantes, notamment la définition de nouvelles cibles moléculaires qui nous permettraient de traiter les maladies prostatiques agressives. Et au laboratoire, nous sommes actuellement en train de mesurer le degré d'hypoxie tissulaire sur des séquences IRM et que nous sommes en train de corréler à l'agressivité des tumeurs prostatiques, ce qui serait alors un nouveau marqueur de risque dans le cancer de la prostate. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cécile. C'est une très jolie présentation avec des belles images, assez convaincantes. Donc, cette présentation est ouverte à la discussion. S'il n'y a pas encore de main qui se lève, je vais vous poser une question. En général, les cancers sont associés à de la néo-angiogénèse. Oui. Voilà, vous êtes en train de montrer un peu le contraire. Exactement. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, voilà, c'est troublant. Alors, c'est extrêmement troublant. Alors, on a plusieurs hypothèses. On prélève essentiellement des tissus chez des hommes, chez des hommes qui ont plus de 50 ans. Donc, la question, c'est de savoir si ce tissu est hypoxique depuis la naissance ou si c'est l'évolution finalement de ce tissu qui explique cette vascularisation un petit peu dysfonctionnelle. D'accord. Xavier, tu ouvres ton micro? Ton micro. Oui, dans le même genre d'idée de la question de M. Franco, c'est-à-dire que malheureusement, vous ne pouvez pas faire autrement, mais tous vos patients sont des patients atteints de cancer. Alors, on a récupéré… de la poule et de l'œuf. Donc, est-ce qu'ils sont atteints de cancer justement parce qu'ils ont, ou est-ce que c'est… Donc, il faudrait la même chose, mais avec des gens qui n'ont pas de cancer. Mais comment on a récupéré des tissus adipeux périprostatiques de patients qui ne présentaient pas de cancer de la prostate. On en a actuellement 6 parce que c'est très compliqué à récupérer. Il semblerait que la vascularisation soit la même chez ces patients qui ne présentent pas de cancer de la prostate. Donc, on a l'impression que c'est vraiment un environnement qui favorise la progression tumorale plus que la tumeur qui entraîne ce défaut de vascularisation. Bien, oui, merci beaucoup. J'ai été très intéressé, moi-même étant urologue, bien sûr. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez pu étudier le tissu adipeux périprostatique chez les gens qui ont des facteurs de risque de cancer de prostate? Des facteurs ethniques, par exemple, ou des facteurs familiaux? Est-ce qu'ils ont un tissu prostatique, périprostatique adipeux différent de ceux qui n'ont pas de facteur de risque de cancer de prostate? On n'a pas prélevé particulièrement dans une cohorte, parce que c'est vrai qu'à Toulouse, malheureusement, on n'a pas de cohorte afro-américaine qui pourrait nous permettre. Mais par contre, c'est vrai que l'idée, par l'analyse des IRM, serait justement de pouvoir, sur l'IRM, mesurer ce degré d'hypoxie chez tous les patients et d'avoir une réponse, justement, à savoir si nos patients prédisposés au cancer de la prostate, cette prédisposition ne serait pas notamment due à ce défaut de vascularisation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, Cécile, merci beaucoup encore une fois pour cette très belle présentation. Et Philippe, on va passer à la présentation suivante.